Algorithmes, génétique, inclusivité, résilience, intelligence artificielle, ce jargon vous dit forcément quelque chose. Mais nous utilisons parfois, souvent, ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et des chercheurs capables de nous éclairer. Nous dédions cet épisode au coronavirus. Notre invitée est donc Anne Goffard, médecin, virologue au CHU de Lille. Elle dédie aujourd'hui toutes ses recherches au coronavirus. Anne Goffard, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que l'on peut revenir sur l'origine du mot, sa date et son lieu de naissance en quelque sorte? Alors, les coronavirus humains ont été découverts au milieu des années 1960 et deux coronavirus ont été découverts à ce moment-là, qui ont des noms de code un petit peu barbares. C'est le coronavirus 229E et le coronavirus OC43. Ça, c'est pour leur date de découverte pour les coronavirus humains. Après, pourquoi il s'appelle coronavirus? Alors, comment on nomme un virus? Souvent, on lui donne le nom de la ville ou de la rivière ou du lieu où on l'a découvert. Par exemple, le virus Ebola, c'est le nom d'une rivière qui est en Afrique. Pour les coronavirus, par contre, on leur a donné le nom de leur aspect en microscopie électronique. Les virus sont très petits, on ne les voit pas en microscopie optique. On est obligé d'utiliser la microscopie électronique pour les voir. Et quand on visualise des coronavirus en microscopie électronique, ils apparaissent en forme de couronne. C'est une couronne avec des spicules, hérissées de spicules. Ils apparaissent hérissés de spicules. Les spicules sont constituées de la glycoprotéine S pour spike, ou spicule en français, qui sont enchâssées dans l'enveloppe virale. Et donc, ça donne cet aspect en couronne. Et la couronne, en latin, ça se dit corona. Voilà pourquoi on les appelle des coronavirus. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que ce fameux coronavirus provoque, fait à notre organisme, à nos organismes d'ailleurs? Les coronavirus, il faut savoir que c'est une très grande famille de virus, puisqu'ils touchent principalement les animaux. Il y en a chez les oiseaux, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui infectent les humains. Ceux qui infectent les humains sont des coronavirus de mammifères, et donc on les retrouve chez tous les mammifères. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a cherché des coronavirus chez un mammifère, on en a trouvé. Il y en a chez les baleines, il y en a chez les chauves-souris, il y en a chez les dromadaires, il y en a chez les humains. Chez les humains, il y a on distingue sur le plan pathologique deux types de coronavirus. Il y a 7 coronavirus au total. Il y en a 4 qui sont dits peu pathogènes, qui sont les agents le plus souvent du rhume chez les gens en bonne santé et qui circulent sur un mode épidémique en France et en Europe. Au moment où arrive l'automne, l'hiver et jusqu'au début du printemps. Au cours du printemps, en général, ils disparaissent un peu et ils réapparaissent à l'automne. Donc ceux-là, ils sont 4, peu pathogènes. Et puis à côté de ça, on a les hautement pathogènes avec le SARS-CoV qui avait émergé en 2003 et qui a disparu en 2004, le MERS-CoV qui a émergé en 2012 et qui circule pour l'instant uniquement dans la péninsule arabique. Et puis donc maintenant, il va y avoir le SARS-CoV-2 qui est celui qui est responsable de la Covid-19 en ce moment. Donc, c'est des virus qui donnent donc, les peu pathogènes, des infections respiratoires pas très graves, le plus souvent, des rhumes. Par contre, on voit que le SARS-CoV-2, par exemple, donne des infections généralisées avec des atteintes respiratoires et pulmonaires, mais aussi des atteintes rénales, des atteintes cardiaques, des lésions qui peuvent être digestives, etc. Donc, une infection plus généralisée et des atteintes plus diversifiées. Vous êtes virologue, donc vous avez une approche particulière du virus. Est-ce que vous pouvez nous résumer les différentes approches, les différents champs scientifiques qui s'emparent du coronavirus et qu'est-ce que chacun cherche à comprendre en gros? Alors effectivement, moi je suis virologue et nous les virologues, on s'attache à caractériser le virus lui-même, c'est-à-dire on essaie de bien identifier et de bien expliquer, bien étudier, bien préciser la structure de chacun des éléments qui constituent la particule virale, par exemple. Notamment cette glycoprotéine spike de l'enveloppe, parce que actuellement, la recherche vaccinale est basée sur cette glycoprotéine. Donc nous, les virologues dans le monde entier, essayent de caractériser cette glycoprotéine.
Par exemple, savoir quels sont les sucres qui sont dessus, comment ils évoluent, est-ce qu'il y a des mutations qui apparaissent, voilà, des choses comme ça. Ensuite, il y a d'autres virologues qui sont plus spécialisés dans la réplication, comment le virus se multiplie dans les cellules humaines. Est-ce qu'il se multiplie de la même façon dans les cellules respiratoires, dans les cellules de rein, etc. Donc ça, c'est un autre pan de la virologie. Après, on a vu s'intéresser au coronavirus des gens dont la spécialité est totalement différente. Par exemple, les hématologistes viennent s'intéresser à cette infection à SARS-CoV-2 parce qu'on y observe la formation de caillots et de maladies thrombotiques. Donc, eux, leur spécialité, par exemple, c'est l'hémostase, les maladies de la coagulation. Comme ils voient apparaître ce type des pathologies thrombotiques dans le cadre du SARS-2, eh bien, ils viennent apporter leurs compétences et on va pouvoir travailler avec eux pour essayer de comprendre pourquoi une infection virale donne des thromboses. Vous avez des gens qui travaillent sur l'obésité, leur spécialité, c'est l'obésité. Et bien, pourquoi ils se sont posé la question de pourquoi les personnes obèses développaient des signes plus sévères que les autres. Donc, ils s'intéressent aussi à cette infection par le SARS-2. Donc, il y a tout un tas d'autres disciplines qui sont venus s'intéresser à cette infection virale pour apporter leurs compétences et pour améliorer la compréhension de cette maladie. Et puis, il y a des gens qui font des choses carrément qui n'ont rien à voir. Il y a des bioinformaticiens qui nous aident à analyser l'ensemble des données sur les génomes des coronavirus pour qu'on comprenne comment il évolue, comment il mute, etc. Il y a des naturalistes qui travaillent avec les chauves-souris, avec lesquels on travaille pour essayer de comprendre comment ce SARS-CoV-2 a émergé chez l'homme. Est-ce qu'il est passé par un hôte intermédiaire? Est-ce qu'il est passé directement de la chauve-souris à l'homme? Voilà, donc on a ouvert un panorama de collaboration qui est immense, qui est peut-être pas fini d'ailleurs, il y a peut-être d'autres gens qui ont envie de travailler avec nous, mais voilà, on a ouvert plein de possibilités de recherche, d'avancée de travail qui font que on cherche un peu tous azimuts, dans tous les sens, et on trouve des trucs, et c'est super intéressant parce que c'est comme ça qu'on fait avancer la science. Merci beaucoup Anne Goffard pour ces clés de compréhension du coronavirus. C'était les mots de la science.